Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous voulez voir une petite bataille entre 3 GPU de 3 marques différentes en dessous de 300 €? Eh bien on va voir ce que ça donne juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Microsoft a peut-être arrêté de vendre des clés Windows 10 Home et Pro sur son store le 31 janvier pour tenter de faire passer le plus de monde possible vers Windows 11, mais vous pouvez toujours trouver et acheter des clés Windows 10 sur le site du sponsor de la chaîne, Godil24, qui passe maintenant sur ses promotions de printemps, où vous trouverez des clés légales et abordables pour Windows 10 Home et Pro, ainsi qu'Office 2021. Et si vous passez par les liens fournis dans la description de la vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le code de la chaîne VCG50 pour 50% de réduction sur les clés Windows, ou le code VCG62 pour les clés Office ou les packs Office plus Windows. Et en bas de la page sur le site, vous trouverez également les différentes indications pour procéder au paiement par PayPal. Et chaque licence activée et achetée est permanente et le site garantit la validité de ces clés et vous rembourse en cas de problème en contactant l'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Et comme d'habitude, merci à ceux qui passent par Godil24 pour acheter leur clé Windows, puisque ça aide la chaîne à rester en vie tout en ayant pour vous une clé Windows au bout. Donc merci à Godil24 et merci à vous. Alors les GPU à moins de 300 €, c'est un segment du marché qui est hyper intéressant pour nous acheteurs, et c'est vrai que malheureusement, ça fait quelques mois, années, que les marques délaissent un petit peu ce marché. Et c'est vrai que pendant quand même de nombreux mois, voire années maintenant, la seule carte qui était régulièrement sous les 300 € de manière constante, c'était la 6500 XT chez AMD, et on avait également la 1650 chez Nvidia, mais c'est vrai que ces deux GPU là, aux alentours des 200 balles, on peut pas dire que ce soit quelque chose qui fasse franchement rêver. Ce qui fait qu'encore à l'heure actuelle, en dessous des 300 €, c'est principalement le marché des GPU d'occasion qui règne en maître, et c'est là qu'on a majoritairement les meilleurs deals. Alors chez Nvidia, on avait aussi parfois de temps en temps de la RTX 2060 6 Go en dessous des 300 €, ça tournait dans certaines promos aux alentours des 250, c'était pas totalement inintéressant, mais c'est vrai que ces cartes-là sont quasiment introuvables à l'heure actuelle, et la seule carte que l'on trouve maintenant en dessous des 300 € chez Nvidia pour le moment, c'est la RTX 3050, et le tarif oscille entre 280 voire 260 € dans les promotions de temps en temps, mais c'est vrai que le tarif tourne aux alentours des 300 balles. Et ce qui m'a un petit peu donné envie de faire cette vidéo, c'est qu'on a aussi eu Intel qui arrivait sur le marché des GPU il n'y a pas si longtemps que ça, et on avait eu dans un premier temps la 770 et la 750 qui étaient proposées à des tarifs relativement élevés en fait, vu tous les problèmes que les cartes possèdent. Je trouvais que les prix étaient un petit peu hauts dans un premier temps, mais dernièrement Intel a baissé le tarif de la 750 à 250 $, ce qui nous amène la 750 chez nous à 280 € et un petit peu plus, ça dépend les boutiques, mais on peut clairement la trouver à 280 € à l'heure actuelle. Du coup, c'est plutôt intéressant puisque ça nous fait 3 GPU de 3 marques différentes à plus ou moins le même tarif. Je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de les comparer. La 3050 et la 6600, je les avais déjà testées par le passé, mais la 750, jusqu'ici, c'était pas le cas. Et ce qui est intéressant avec la 750, c'est que c'est une carte basée sur la même puce que la 770, avec des unités de calcul en moins, et avec 8 Go de RAM au lieu de 16. Et accessoirement, ça nous permet également d'observer les drivers Intel et comment ça a évolué depuis mon test de la 770 qui est arrivé à peu près un mois après la sortie de celle-ci. C'était un petit peu l'occasion de faire une mise à jour là-dessus aussi. Alors je passe très rapidement sur les specs des trois cartes, puisque on les connaît déjà dans les grandes lignes. Le point intéressant, c'est que les 3 GPU ont 8 Go de RAM. Chez Nvidia, la 3050, c'est la plus petite carte de la gamme RTX 3000 à l'heure actuelle. Chez AMD, la 6600, c'est une version castrée de la 6600 XT. On est clairement sur quelque chose de plus costaud malgré tout que la 6500 XT qui est placée en dessous. Et chez Intel, comme je viens de le dire, la 750, c'est une A770 castrée. Et comme je l'avais déjà expliqué pendant le test de la 770, niveau puissance brute, normalement, la 770, c'était une carte qui était destinée à venir concurrencer la 3070 ou la 6700 XT de chez AMD, alors que depuis sa sortie, Intel la positionne face de la RTX 3060. Et de ce qu'on a déjà pu observer au niveau des performances, c'est vrai que la 770 se positionne quelque part entre la 3060 et la 3060 Ti, mais on est quand même assez loin dans l'absolu de la 3070. Et donc fort logiquement, comme la 3070 et la 3060 Ti, on a uniquement environ 10% d'écart, entre la 770 et la 750, de base, comme elle a 10% de perfort moins, elle était plus ou moins destinée à venir en face de la 3060 Ti. Fort logiquement, comme la 770 n'y arrive pas, la 750, on se doute bien qu'elle y sera pas non plus. Au niveau des features, en réalité toutes les cartes sont plus ou moins proches, même s'il y a des différences quand même notables. Par contre,
toutes les cartes sont capables de faire du ray tracing de façon hardware, et on se doute bien que dans ce segment de performance, on n'aura pas des performances absolument démentielles au niveau du ray tracing, puisque déjà sur les cartes beaucoup plus haut de gamme, c'est compliqué. Malgré tout, j'ai fait quelques tests à titre informatif dans quelques jeux, puisque c'est intéressant de voir malgré tout où est-ce qu'on se situe. Au niveau des upscalers, il y a également une technologie d'upscaler par marque. Je dirais que le grand vainqueur à ce niveau-là, c'est Nvidia, puisqu'il peut utiliser les 3 upscalers, alors qu'AMD, par exemple, ne peut utiliser que le FSR et le XeSS, tout comme Intel ne peut utiliser que le FSR et le XeSS également. Et c'est vrai qu'au niveau de la présence dans les jeux, bon, le DLSS est clairement majoritaire encore à l'heure actuelle, on a le FSR en 2e position, et le XeSS est quand même très loin derrière. Au niveau des encodeurs vidéo par contre, l'encodeur de la RTX 3050 c'est le même que sur le reste de la gamme RTX 3000, c'est le NVENC, donc on connaît tous la qualité de celui-ci, c'est un plutôt bon point pour la 3050 dans l'absolu. Pour AMD, c'est l'encodeur de RDNA 2, alors certes toujours moins performant et moins qualitatif que le NVENC, on va dire qu'AMD a aussi amélioré son encodeur depuis la sortie de RDNA 2, c'est quand même un petit peu mieux que ce que c'était à l'époque de sa sortie. Et pour Intel, une des forces de l'architecture Arc, c'est qu'il y a l'encodage hardware de l'Heavy One présente sur toute la gamme, donc c'est également présent sur l'A750, ce qui est clairement un plus le jour où Twitch permettra de streamer avec l'Heavy One, ce qui n'est toujours pas le cas et on sait vraiment pas quand ça arrivera, mais bon, on va dire que c'est présent sur la carte d'Intel, c'est un plus pour elle. Pour le H264 et le H265, par contre, sur les cartes d'Intel, c'est très correct aussi, mais de ce que j'ai pu voir à droite à gauche, Nvidia conserve quand même un petit avantage avec ces codecs là. Un des autres points intéressants avec les cartes aux alentours des 300 balles, c'est les bundles. Les bundles de jeux, c'est vrai que chez AMD dernièrement on avait eu un bundle avec 2 jeux, plutôt récents, et si les 2 jeux vous intéressaient, c'était quand même un argument en faveur des cartes d'AMD au niveau du coût brut, ça allège un petit peu la facture on va dire. Là maintenant on est passé sur un bundle The Last of Us, c'est pareil, si le jeu vous intéresse, c'est toujours un argument en faveur d'une marque par rapport à l'autre. Chez Intel, au moment de la sortie de Arc, on avait aussi un bundle très fourni au niveau du nombre de jeux, et au niveau du coût des jeux qui étaient présents dans le bundle. Là à l'heure actuelle, celui-ci est terminé, il y en a un autre qui doit démarrer apparemment fin du trimestre, donc incessamment sous peu. Et chez Nvidia, on a également des bundles qui changent assez régulièrement. Je pense qu'actuellement, il n'y en a pas sur les RTX 3000. Et c'est rare que la RTX 3050 soit concernée par les bundles. C'est souvent sur les gammes au-dessus. Sinon, pour le comparatif d'aujourd'hui, la plateforme de test, elle est détaillée dans la description de la vidéo. Mais bon, c'est la même que celle que j'utilise depuis plusieurs mois. On a ici 41 jeux qui sont testés en 1080p détail élevé et en 1440p détail élevé. Je suis pas allé au-dessus puisque c'est clairement pas des cartes qui sont destinées à la 4K. Et on va essayer d'aller assez vite au niveau des graphiques puisque du coup il y en a quand même un sacré paquet. Donc allons-y, c'est parti. Alors on commence avec A Plague Tale Requiem. Alors c'est un jeu assez récent, c'est un jeu quand même très lourd dans l'ensemble. On voit ici que l'arc A750 paraît quand même plutôt à l'aise par rapport à la RX 6600 d'AMD ou la 3050. Mais ce qu'il est important de noter aussi, c'est les 1% qui sont quand même plutôt bas pour l'arc A750 comparé aux 2 autres cartes, ce qui veut dire ici que les performances sont moins stables. En réalité, la RX 6600 vous proposera un niveau de confort de jeu similaire à la 750, voire même meilleur, puisque sur A Plague Tale Requiem, c'est un jeu où j'avais déjà remonté dans mon test de la 770 qu'il y a un problème au niveau du frame time. C'est encore présent à l'heure actuelle, donc les performances sont beaucoup moins stables qu'avec les cartes des concurrents. Pour Apex Legends, alors ici c'est un petit peu la même chose que pour A Plague Tale Requiem, on voit qu'au niveau de 1%, la carte d'Intel est quand même fortement impactée au niveau des performances. C'est un jeu DirectX 11, on sait qu'à l'heure actuelle, sur les cartes d'Intel, DirectX 11 c'est toujours problématique, ça se voit ici, même si les performances ne sont pas mauvaises non plus, mais c'est clairement un petit peu moins stable que ce qui se passe chez la concurrence. Pour Assassin's Creed Valhalla, alors maintenant, on voit que sur la carte d'Intel, les performances sont plutôt correctes, dans l'ensemble sur ce jeu ça se passe vraiment bien. Par contre, on voit aussi que la RX 6600 est beaucoup plus à l'aise, que ce soit par rapport à la 750 ou la RTX 3050 sur ce jeu-là. Par contre, ce qu'on note aussi, c'est qu'en 1440p, la RX 6600 arrive à un niveau de performance similaire à la 750. Ça, on le sait, la RX 6600 en 1080p, c'est très performant. En 1440p, on perd quand même pas mal de performance. Sur Assetto Corsa Competition, alors là c'est un petit peu l'inverse que dans d'autres tests, on voit ici par exemple que la RX 6600 sur les 1% est beaucoup moins à l'aise que la RTX 3050,
ou la 750 d'Intel qui ici s'en sort plutôt pas trop mal. Et l'histoire des 1% sur la carte d'AMD, c'est très visible en 1440p puisque les performances chutent quand même pas mal. Dans ces conditions-là, la RTX 3050 propose une meilleure expérience de jeu, tout comme la 750. On enchaîne avec Battlefield 5, et là c'est un jeu très problématique pour les cartes d'Intel. Je l'avais déjà remonté lors de mon test de la 770, c'est toujours hyper compliqué, c'est même la catastrophe dans l'ensemble. Le jeu plante assez régulièrement, même quand on le met en DirectX 12, les performances sont vraiment très mauvaises, on a de gros stutters, de gros lags, et ça se voit au niveau des 1%, c'est la catastrophe totale. Les cartes des concurrents sont juste beaucoup plus stables dans l'ensemble. Encore une fois, un test qui vous montre uniquement les averages, la moyenne, ça ne sert quasiment à rien, puisque si on prend l'exemple d'ici, si je mettais juste la moyenne des FPS, on ne pourrait pas observer qu'il y a un problème avec les cartes chez Intel sur ce jeu-là, alors qu'en réalité l'expérience est juste totalement mauvaise. Pour Battlefield 2042, par contre, ça se passe beaucoup mieux pour le GPU d'Intel ici. On voit quand même que malgré tout, en 1080p, la RX 6600 est plus à l'aise que la carte d'Intel, et on voit qu'en 1440p, la RX 6600 là chute beaucoup plus que l'Arc A750 qui se maintient beaucoup mieux. Pour Call of Duty Modern Warfare 2, alors c'est un scénario que l'on va voir assez régulièrement, c'est du classique maintenant. La RX 6600 en 1080p finit quand même largement première devant la RTX 3050 et la 750. Par contre, en 1440p, celle-ci s'effondre beaucoup plus que les cartes des deux concurrents. On enchaîne avec Control, et là c'est intéressant puisque c'est un des jeux où j'ai testé le ray tracing. Alors déjà, en 1080p, on voit que la carte d'Intel est vraiment très à l'aise, et très clairement c'est la carte la plus performante sur ce jeu-là, et c'est là qu'on voit aussi que la carte d'Intel, quand tout se passe bien pour elle, elle a vraiment des performances sous le coude, donc elle est normalement censée être plus performante que la RX 6600 et la RTX 3050, ça se voit clairement ici, elle est au niveau de GPU beaucoup plus cher, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment les drivers qui l'empêchent de s'exprimer pleinement dans beaucoup de jeux. Au niveau du ray tracing, alors c'est intéressant de noter que la RTX 3050 et la RX 6600, quand il n'y a pas d'upscaling, elles sont plus ou moins au même niveau de performance. On voit que la 750 arrive quand même à maintenir un niveau de performance beaucoup plus élevé que les deux autres cartes, même avec ray tracing. Par contre, on voit que la 3050, elle a un avantage sur ce jeu-là, c'est qu'elle a accès au DLSS, ça lui permet d'avoir des performances un petit cran au-dessus, même si bien évidemment, c'est de l'upscaling en 1080p, c'est pas idéal, mais c'est beaucoup plus agréable à utiliser avec la 3050 que sans. On passe sur CSGO, et là c'est intéressant puisque c'est un jeu qui posait beaucoup de problèmes à l'architecture Arc au moment de son lancement. Avec la 770, au début, c'était la catastrophe. On voit qu'avec les nouveaux drivers, c'est beaucoup mieux qu'avant, même si on reste encore un petit cran derrière les deux concurrents, particulièrement sur les 1%. Rien de dramatique pour autant, ça reste très jouable, mais c'est vrai que en 1080p, par exemple, la 3050 est vraiment très à l'aise. Par contre, elle perd beaucoup de performance en 1440p, là où la Radeon reste au même niveau de performance, même si en 1440p, on voit que la 750 perd quand même un petit peu de perf sur les 1%. Cyberpunk 2077, autre très gros jeu, très lourd. Ici, on voit qu'en 1080p, sans ray tracing, la RX 6600 est très clairement plus à l'aise que les deux autres cartes, et je dirais même que la 750 sur le jeu, elle n'est pas spécialement hyper fluide, c'est pas très agréable, et ça se voit encore une fois au niveau des 1%, le frame time n'est pas très stable, l'expérience n'est pas très bonne dans l'ensemble, c'est plus agréable de jouer avec la 3050 sur ce jeu-là que sur la 750. En 1440p par contre, la carte d'Intel se maintient un petit peu mieux, et elle fait plus ou moins jeu égal avec la RX 6600 maintenant, et on voit que la 3050 est un petit cran derrière, et une fois qu'on active le ray tracing avec upscaling obligatoire, puisque sinon c'est une catastrophe pour les 3 GPU, bien on voit que la carte d'AMD est la plus en difficulté, sans grande surprise, et on voit que la 3050 et la 750 font plus ou moins jeu égal avec un petit avantage pour la 3050. On passe ensuite sur Days Gone, et c'est un autre jeu DirectX 11 où la carte d'Intel est en difficulté, ça se voit encore une fois principalement sur les 1% qui sont en chute libre par rapport aux cartes des concurrents, ça se passe pas bien du tout pour la carte d'Intel, c'est moins bon que la RTX 3050 ici, que ce soit en 1080p ou en 1440p, puisque concrètement, le framerate n'est pas stable du tout, il y a de grosses chutes de FPS, c'est très désagréable, ce qui fait que même si en moyenne la 3050 a moins de performance que la 750, au niveau des 1%, c'est beaucoup plus stable, l'expérience est juste meilleure. On enchaîne avec Dying Light 2, on voit qu'en 1080p, on a toujours ce petit problème au niveau des 1% pour la carte d'Intel, même si sur ce jeu-là, c'est pas forcément dramatique, ça se passe pas trop mal dans l'ensemble malgré tout. On voit qu'en 1440p, la carte d'Intel se maintient mieux que la carte d'AMD, la RX 6600 perd beaucoup de performance ici, et une fois qu'on active le ray tracing, alors c'est intéressant puisque c'est un jeu où il y a les 3 upscalers des 3 marques, et bien on peut observer que comme bien souvent la 6600 est un petit peu en difficulté même par rapport à la 3050 qui s'en sort mieux en ray tracing,
et on voit que l'Arc A750 s'en sort plutôt pas mal aussi. Mais il y a aussi un petit problème au niveau du jeu en lui-même sur Dying Light. Avec le XeSS, ça crée des artefacts sur l'écran, la qualité d'image n'est pas aussi bonne que sur les deux autres upscalers. C'est un petit peu dommage de ce côté-là, j'espère que ce sera corrigé. Pour Formula One 2022, et là c'est un jeu DirectX 12, et pourtant on voit que la 750 est quand même un petit peu en difficulté ici. Par rapport aux cartes des deux concurrents, elle fait moins bien que la 3050 dans l'ensemble, et on voit que la RX 6600 c'est la plus à l'aise ici, que ce soit en 1080p ou en 1440p. Donc ça montre aussi que même si en DirectX 12 et en Vulkan, la carte d'Intel généralement s'en sort mieux qu'en DirectX 11 ou en DirectX 9, ça ne veut pas dire que c'est parfait tout le temps non plus. On passe sur Far Cry 6, et là c'est un scénario que l'on rencontre assez régulièrement. La RX 6600 qui est première en 1080p, elle perd beaucoup de performance en 1440p, ça fait plus ou moins jeu égal avec la 750 et la RTX 3050 en dernière position. Pour Final Fantasy XIV, c'est un petit peu le même scénario que juste avant. Par contre, on note quand même que la carte d'Intel ici s'en sort pas trop mal, malgré le fait que ce soit un jeu DirectX 11. Alors peut-être qu'Intel y a apporté quelques optimisations, mais c'est un jeu où ça se passe plutôt pas mal ici. Dans l'ensemble, les trois cartes sont tout à fait capables de faire tourner le jeu correctement, à part en 1440p où la 3050 commence à être un petit peu en difficulté. Final Fantasy XV par contre, alors là c'est une autre paire de manches, puisque c'est encore un de ces jeux où la 750 est vraiment en grosse difficulté. C'est la catastrophe, les performances sont très mauvaises, non seulement le framerate moyen est très bas, et les 1% sont encore plus bas, c'est quasiment injouable, c'est très désagréable, et encore une fois c'est un jeu DirectX 11. Le problème existe depuis la sortie des cartes, c'est pas corrigé. Et c'est pas vraiment surprenant, je pense que Final Fantasy XV c'est pas spécialement une priorité pour Intel, et ça peut se comprendre, mais le problème est là malgré tout. On passe ensuite sur Fortnite. Alors Fortnite c'est intéressant puisque c'est un des premiers jeux avec le Unreal Engine 5.1 avec toutes les features qui vont bien. On voit qu'en 1080p et en 1440p, c'est la RX 6600 qui s'en sort le mieux ici et quand même d'assez loin. Et on voit aussi que la 750 fait plus ou moins jeu égal avec la RTX 3050 sur Fortnite, et c'est assez inquiétant entre guillemets, puisqu'on le sait aussi, l'Unreal Engine 5 sera un moteur qui risque d'être fortement utilisé dans le futur, donc j'espère qu'Intel corrigera un petit peu le tir et améliorera les performances de ses cartes sur ce moteur-là. Et j'ai également fait les tests avec Lumen en software et en hardware. Pour rappel, en hardware, c'est quand ça utilise la partie ray tracing des GPU, et on voit qu'à chaque fois ça a un petit impact sur les performances, mais en réalité les trois GPU sont quasiment au même niveau de performance en software et en hardware. On passe sur Forza Horizon 5, on voit que la RX 6600 c'est très clairement la carte la plus à l'aise ici, c'est le classement plutôt classique, avec la chute de performance que l'on retrouve quasiment tout le temps pour la RX 6600 en 1440p, ce qui fait qu'elle se retrouve plus ou moins en face de la 750. Gears 5, alors Gears 5 c'est intéressant puisque c'est un jeu DirectX 12, mais c'est un jeu un petit peu plus ancien, c'est un des premiers jeux des X12, et là on voit que la carte d'Intel, elle est quand même un petit peu en difficulté, et on voit par contre que la RTX 3050 est vraiment très à l'aise. Elle finit même devant la RX 6600 ici, d'une courte tête certes, mais devant quand même, que ce soit en 1080p ou en 1440p. Et sur Gears Tactics, qui est un jeu DirectX 11, lui, et bien là, c'est un petit peu différent. On voit encore une fois que la carte d'Intel a de gros problèmes de stabilité de performance, puisqu'on voit ici que l'average est beaucoup plus élevé que les 1%, comparé aux autres GPU. On voit que ça se maintient à un niveau de performance beaucoup plus stable et beaucoup plus correct. Et on voit encore une fois que la 3050 ici finit devant la RX 6600. On passe sur God of War maintenant, c'est aussi un autre jeu en DirectX 11. Là on voit que la carte d'AMD est très clairement plus à l'aise que les deux concurrents. On voit que l'Arc A750, alors ça va, les performances sur le jeu sont plutôt correctes, mais on arrive à peine au niveau de performance de la RTX 3050 et on est très légèrement derrière même. Contre en 1440p, bien là la carte d'Intel finit première d'une courte tête puisque ses performances baissent moins que les cartes des deux concurrents. Alors peut-être qu'Intel a juste un petit peu plus optimisé pour God of War puisque c'est un jeu un petit peu plus populaire et peut-être un petit peu plus utilisé dans les benchmarks aussi que d'autres jeux que j'ai testés en DX11, mais toujours est-il que le résultat est là, ça se maintient beaucoup mieux que d'autres jeux DirectX 11. On passe sur Hogwarts Legacy. Alors, comme je l'avais testé à sa sortie, on avait déjà pu voir que les cartes d'Intel s'en sortaient plutôt pas mal sur le jeu. C'est toujours le cas, les performances sont plutôt correctes ici, il n'y a pas de problème particulier, même si la RX 6600 est très clairement devant les deux autres. Horizon Zero Dawn, pas grand chose à dire ici, c'est le scénario classique entre les trois cartes. On va passer à la suite directe.
Pour Kena, Bridge of Spirit par contre, et bien là on voit que l'arc A750 est plutôt à l'aise et clairement plus à l'aise que les deux autres GPU ici. C'est un jeu DirectX 12 et c'est très clairement un des jeux où la carte de chez Intel s'en sort vraiment très bien et montre qu'elle a des performances sous le coude. C'est juste que ça ne peut pas s'exprimer dans tous les jeux et c'est bien dommage. On passe sur Like a Dragon Ishin qui est sorti dernièrement, un jeu de la série Yakuza. C'est un jeu sur Unreal Engine, ce qui n'était pas le cas avec les anciens jeux Yakuza, on le verra plus tard. C'est pas du tout la même chose qu'avec l'ancien. Et là bon, on peut voir que la carte d'Intel est très à l'aise, et tous les GPU dans l'ensemble proposent une expérience de jeu largement suffisante. Pour Spider-Man Miles Morales, eh bien on voit que la carte d'Intel s'en sort très bien, on le savait, puisque quand j'avais testé le jeu, on avait déjà pu observer que la 770, ça se passait plutôt bien aussi. Eh bien on a un classement, je dirais, ma foi, classique, quand tout se passe bien pour la carte d'Intel, et on voit que quand on active le ray tracing avec les upscalers respectifs pour chaque marque, et bien on voit que la carte d'Intel s'en sort plutôt pas mal et fait plus ou moins jeu égal avec la RTX 3050, avec la RX 6600 en dernière position ici. Avec ray tracing, c'est un petit peu le coup à chaque fois. Pour Flight Simulator, alors c'est encore une fois un jeu où la 750 s'en sort plutôt pas mal par rapport aux deux autres cartes. On retrouve la 6600 derrière et la 3050 en troisième position. Pour Overwatch 2, alors c'est intéressant puisqu'on voit que au niveau des 1%, ici c'est la RX 6600 qui s'en sort le mieux par rapport à la carte d'Intel et d'Nvidia en 1080p. En 1440p par contre on voit que la 750 se maintient un petit peu mieux, mais la RX 6600 au niveau des 1% est un petit peu plus à l'aise que la carte d'Nvidia. On passe sur Rainbow Six Extraction et c'est un moteur qui tourne sur Vulkan. Et bien là on voit que la 750 est plutôt à l'aise, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas grand chose à dire ici, même si en 1440p, la RX 6600 perd quand même beaucoup de performance, qui fait qu'elle se retrouve nez à nez avec la 3050. Pour Rainbow Six Siege en Vulkan également, on voit que la RX 6600 finit première d'une courte tête en 1080p. En 1440p, c'est l'arc A750, mais dans l'absolu, les deux cartes sont plutôt proches l'une de l'autre, avec la 3050 légèrement derrière, comme bien souvent. Age of Empires 4, c'est encore une fois un jeu où la carte d'Intel est très à l'aise, très clairement devant les deux autres, pas grand chose d'autre à dire ici. Resident Evil Village, ça se passe encore une fois plutôt pas mal pour la 750, qui finit d'une courte tête devant la RX 6600, que ce soit en 1080p ou en 1440p. Shadow of the Tomb Raider, par contre, alors c'est un scénario qu'on a déjà vu dans pas mal d'autres jeux, la RX 6600 domine en 1080p, en 1440p, elle s'écroule, et on arrive en face de la 750. Pour Steel Rising, alors c'est un jeu qui n'est vraiment pas très opti, peu importe le constructeur, mais quand même, on voit que la 750 finit première ici, et c'est quand même une avance plutôt confortable par rapport aux deux autres marques. Pour The Division 2, bon alors très clairement on voit que la RX 6600 est largement plus à l'aise que les deux autres cartes, et on voit qu'en 1440p, comme d'hab, elle arrive en face de la 750. Sur Total War Warhammer 3, eh bien la carte d'Intel s'en sort plutôt pas mal ici, malgré le fait que ce soit un jeu en DirectX 11. Les performances sont plutôt correctes, mais on est un petit cran au-dessus des cartes des deux concurrents, même si sur les 1% au final, tout ça, c'est plutôt proche l'une par rapport à l'autre. Pour Uncharted The Lost Legacy, par contre, eh bien ce qu'on observe, c'est que la 750, au niveau des 1%, encore une fois, c'est un petit peu moins stable, un petit peu moins fluide que les cartes des deux concurrents, même si dans l'absolu, les performances sont plutôt correctes, particulièrement en 1080p. Par contre, en 1440p, c'est moins bien que la RX 6600, et on arrive plus ou moins au même niveau que la 3050. Pour Warhammer Vermintide 2, alors c'est encore une fois un de ces jeux où au niveau des 1%, les performances sont vraiment plutôt mauvaises pour la carte d'Intel. C'est beaucoup moins stable que sur la RX 6600 ou la RTX 3050. Pour Watch Dogs Legion, alors très clairement la carte la plus à l'aise c'est la RX 6600 en 1080p. En 1440p, bon c'est un scénario qu'on a déjà vu plein de fois, elle arrive en face de la 750, avec la 3050 qui ferme la marche. Et une fois qu'on active le ray tracing, eh bien on voit que la 3050 et la 6600 sont au coude à coude quand il n'y a pas d'upscaling, et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'upscaling autre que le DLSS sur ce jeu-là, et ça permet à la 3050 d'être un petit peu plus à l'aise quand on l'active bien évidemment, mais ce qu'on voit aussi, c'est que la 750 en ray tracing est clairement plus à l'aise que les deux autres cartes, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'upscaling sur le jeu non plus. Pour World of Warcraft, bon, pas grand chose à dire ici, en réalité les trois cartes sont vraiment très proches l'une de l'autre, même si en 1080p, on voit qu'au niveau des 1%, la 3050 est un petit peu plus à l'aise, en 1440p par contre, c'est la RX 6600, la carte d'Intel s'en sort pas trop mal ici. Et enfin on a Yakuza Like a Dragon, comme je le disais tout à l'heure avec l'autre jeu Yakuza, là c'est un autre moteur, c'est en DirectX 11, et là ça se passe vraiment très mal pour la 750, c'est une catastrophe. Ici on est quasiment à des performances divisées par deux par rapport à la RX 6600 en 1080p, et même par rapport à la 3050, ça fait quand même un petit peu pitié, et en 1440p c'est pas beaucoup mieux, les cartes des deux concurrents sont quand même un bon cran au-dessus.
Et le gros problème sur ce jeu-là, c'est que les performances sont vraiment hyper instables, c'est très désagréable à l'usage. Et donc on arrive au récap des performances. Alors, sans grande surprise, on voit qu'en 1080p, la RX 6600 et la 750 finissent plus ou moins au coude à coude, mais ce qu'on observe aussi surtout, c'est qu'au niveau des 1%, la carte d'AMD est beaucoup plus élevée que la carte d'Intel, tout simplement parce que dans beaucoup de jeux, la carte d'AMD a des performances beaucoup plus stables que la carte d'Intel à l'heure actuelle, ce qui fait que c'est juste une meilleure carte en 1080p. On voit d'ailleurs que la carte d'Intel fait ici plus ou moins jeu égal avec la RTX 3050 en ce qui concerne les 1%, tout simplement parce qu'elle aussi a des performances beaucoup plus stables dans l'ensemble. Et en 1440p, alors certes, on voit qu'au niveau de la moyenne, la carte d'Intel finit première, et c'est ce qu'on a pu observer assez régulièrement, mais on voit encore une fois qu'au niveau des 1%, elle arrive plus ou moins au même niveau que la RX 6600. En réalité, entre les deux cartes, c'est peu compliqué, puisque la 6600 certes a souvent des performances un petit peu en dessous, mais c'est beaucoup plus stable dans l'ensemble, ça en fait une meilleure carte au global. La 3050, elle, par contre, est très clairement un petit cran derrière, donc c'est très clairement ce qu'on a retrouvé dans les différents tests. Il y a certains jeux où la 750 est vraiment très bonne, il y en a d'autres où c'est la catastrophe, et c'est un petit peu dommage, puisque si dans tous les jeux la carte se comportait de manière stable et correcte, eh bien elle serait certainement à un niveau de performance beaucoup plus élevé, c'est juste qu'on n'y est pas du tout à l'heure actuelle. Et entre la 6600 et la 3050, bon, on voit ici qu'en moyenne, sur les 40 jeux, ça nous fait à peu près 20% d'écart, et il y a quand même des jeux où l'écart est beaucoup plus marqué que ça, c'est juste qu'en moyenne, ça fait 20%, ça reste quand même un écart significatif. Et en 1440p, l'écart diminue même un petit peu, puisque maintenant on n'a plus que 16% d'écart en moyenne. Ça on le sait, la 6600, on l'a vu dans quasiment tous les jeux, elle perd beaucoup de performance quand on passe du 1080p au 1440p, et elle en perd plus que la 3050 comparativement, ce qui fait que l'écart se réduit un petit peu. Au niveau de la consommation maintenant, alors on voit que dans les 41 jeux, en moyenne, un autre problème pour la carte d'Intel, c'est qu'elle consomme beaucoup plus que les cartes des deux concurrents. On voit que la RX 6600, ça va taper les 125 watts maximum, la 3050 c'est 130 watts maximum, on voit que c'est 113 watts en moyenne pour la carte d'AMD et 121 watts pour la 3050. Par contre, pour la 750, ça va taper les 168 watts de conso en moyenne, avec des pics à 190 watts. Au niveau de la consommation, c'est quand même beaucoup plus élevé que les cartes des concurrents. Ce qui fait qu'au niveau du FPS par watt, c'est la carte d'Intel qui est la moins bien placée, sans grande surprise, que ce soit en 1080p ou en 1440p, c'est très clairement la carte d'AMD qui gagne, je dirais, au niveau de la consommation. En 1440p, par contre, on voit que la carte d'Intel et la carte d'NVIDIA sont plus ou moins au coude à coude, mais la carte d'NVIDIA reste quand même malgré tout un petit cran devant. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un petit problème avec la carte d'Intel à l'heure actuelle. Au niveau de la consommation, c'est une consommation qui normalement vient un petit peu en concurrence par rapport à la 3060 Ti ou même à la RX 6700 chez AMD, sauf que là, au niveau des performances, la 750, elle se retrouve la plupart du temps en face de la RX 6600, qui est une bien plus petite puce, qui consomme beaucoup moins. Du coup, forcément, au niveau de l'efficacité énergétique, la carte d'Intel est vraiment très mal placée. Sinon, pour la 750, alors déjà, au niveau des drivers dans l'ensemble pour Intel, il y a clairement eu des améliorations depuis mon test de la 770. Par exemple, le contrôle panel n'est plus obligatoirement un overlay comme c'était le cas à l'époque. Maintenant, on peut en faire une fenêtre un petit peu plus classique. Par contre, ça ne change pas le problème que le control center chez Intel, je me demande toujours un petit peu à quoi il sert, puisqu'au niveau des fonctionnalités, personnellement, il n'y a rien qui m'intéresse dedans. Je l'installe même pas en fait au final, puisqu'en fait il ne me sert à rien. Et je dirais même qu'il est plutôt pénible, puisqu'à chaque fois qu'on démarre Windows, il faut valider le fait qu'il soit lancé. Après, très régulièrement, les drivers Intel vont vous spammer de différentes notifications. Alors on peut les désactiver, les notifications, mais c'est quand même hyper pénible, surtout que les notifications servent à rien la plupart du temps. Donc bon, pour l'instant, le contrôle panel chez Intel, pour moi, c'est pas franchement une réussite, même si la critique de la fenêtre a été entendue, ça a été changé, enfin la critique de l'overlay plutôt, mais bon, il reste encore pas mal de boulot pour rendre la chose utile. J'ai toujours retrouvé des soucis de compatibilité avec les cartes de capture, avec ma carte d'Avermedia, ça fonctionne toujours pas avec la 750, tout comme ça ne fonctionnait pas il y a quelques mois avec la 770, alors que chez les deux concurrents, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne le gaming pur, alors Intel a fait des efforts sur ses drivers, il y a eu des gros gains sur des jeux en DirectX 9 comme sur CSGO et d'autres jeux DX9. On a également pu observer ces derniers mois qu'Intel bosse aussi pas mal pour proposer des drivers Day 0 pour les nouveaux jeux qui sortent, et ça c'est vraiment une très bonne chose. La plupart du temps, on a vu aussi que les performances étaient plutôt correctes dans les nouveaux jeux, donc c'est un très bon point pour Intel ici, mais c'est vrai que sur les jeux un petit peu plus anciens,
ben ça reste toujours très compliqué. Et comme on a pu le voir dans le test, ben la majorité des jeux en DirectX 11, c'est toujours hyper aléatoire. Il y a des jeux comme Battlefield 5 où c'est toujours la catastrophe, même en DirectX 12, et le jeu a craché plusieurs fois pendant mes tests. Yakuza 7, Days Gone, Final Fantasy 15 et sûrement pas mal d'autres, ben c'est toujours vraiment pas terrible hein, pour Intel ici. DirectX 11, j'espère que ce sera corrigé plutôt rapidement. Et même dans beaucoup de jeux DirectX 12, en fait, le frame time, ben, il est juste pas bon, comparé aux cartes des concurrents. Les performances peuvent paraître plutôt pas mal sur le papier, dans les graphiques ça semble correct, mais en réalité quand on y regarde d'un peu plus près, que ce soit au niveau des 1% et quand on a les jeux devant les yeux, bah on peut s'apercevoir que c'est juste moins fluide que sur la carte d'AMD ou la 3050 d'NVIDIA. Et ça je dirais, ben, c'est un problème qui n'a pas été réglé depuis la sortie de la carte, depuis mon premier test. J'avais déjà le problème sur la 770 dans exactement les mêmes jeux qu'aujourd'hui avec la 750, très clairement un paquet de jeux où au niveau du frame time, ben, c'est moins bien que sur les cartes des concurrents. Donc c'est vrai que même si Intel communique énormément sur les gains de performance au niveau des drivers et tout ça, ben ça concerne principalement les jeux DirectX 9, par contre pour le reste, ben c'est toujours plus ou moins au même niveau qu'à la sortie. Bon alors après c'est pas une catastrophe totale non plus, hein. Quand tout se passe bien, il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent tout à fait correctement, et il y a même des jeux où les performances sont très bonnes et très largement supérieures aux cartes des concurrents ici. Quand ça se passe bien, hein, la 750, on voit qu'au niveau du potentiel, ça devrait être une carte qui arrive en concurrence en face de la RX 6700 ou la 3060 Ti. On voit qu'elle a le matériel pour, c'est juste qu'au niveau du software, bah, on n'y est toujours pas. Et c'est pour ça que personnellement, hein, je me vois toujours pas recommander les cartes d'Intel à l'heure actuelle pour un usage pour tout le monde. Alors après, comme je l'avais dit au moment de mon test de la 770, si c'est un produit qui vous intéresse par curiosité, que vous êtes un petit peu bricoleur, que vous savez où vous mettez les pieds, que vous acceptez que vous aurez peut-être quelques problèmes de temps en temps, ou des jeux où les performances ne seront pas bonnes, si vous voulez tenter l'expérience, pourquoi pas. Mais très clairement, en ce qui me concerne, c'est toujours pas des cartes que j'irai recommander à un néophyte ou à mettre entre les mains de monsieur tout le monde, puisque bon, pour ceux qui veulent utiliser leur PC sans trop se prendre la tête et avoir des performances stables dans tous les jeux, bah à l'heure actuelle, c'est toujours pas le cas pour la 750, et pas pour la 770 non plus. Donc très clairement, Intel est en progrès, et je fais pas du bashing du tout ici, hein, je suis pas anti-GPU Intel, loin de là, moi je suis très content qu'ils arrivent sur le marché, et je suis très content qu'ils y restent. C'est juste qu'à l'heure actuelle, ben ça reste toujours des cartes qui ont des problèmes, qui ont des soucis de jeunesse, et je serai vraiment très content quand ces problèmes seront réglés, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Donc bref, vous l'aurez compris, la carte la plus intéressante pour moi sous les 300 € à l'heure actuelle, ben ça reste la RX 6600 d'AMD. Je trouve qu'au niveau du compromis performance, prix, feature, c'est la mieux placée des trois cartes. Au niveau des performances brutes, ben on voit qu'elle est plus ou moins au même niveau que la 750, sauf qu'elle n'a pas tous les problèmes de celle-ci. Et par rapport à la 3050, en performance brute, là encore une fois, elle est clairement un cran au-dessus, et même en ray tracing, alors certes, la carte d'NVIDIA a un petit avantage, mais je dirais qu'elles sont plus ou moins au même niveau de performance au final. Et au même tarif, hein, personnellement, je préfère avoir la carte qui a de meilleures performances brutes, surtout dans ce segment tarifaire-là. La 3050, son problème c'est pas vraiment ses performances, puisqu'en réalité on voit que c'est tout à fait utilisable en 1080p, et en 1440p, ben c'est pas non plus la catastrophe totale, on peut se dépatouiller avec, c'est juste qu'au niveau du tarif, à 280 € pour ce niveau de performance, pour moi c'est juste beaucoup trop cher, pour moi c'est une carte qui devrait pas coûter plus de 200 €, et ce serait plutôt logique au niveau du placement tarifaire. À 200 €, elle serait maintenant placée un petit peu plus cher que la RX 6500 XT, mais c'est un bien meilleur GPU que la 6500 XT dans l'ensemble. À 200 €, je trouve qu'elle aurait relativement sa place à l'heure actuelle. Ce serait pas le 10 du siècle, mais ce serait déjà beaucoup mieux qu'à 280. Sinon, ce qui est intéressant d'observer aussi, ben, c'est qu'en dessous de 300 € avec des GPU neufs, ben, on voit qu'en moyenne, sur les 40 jeux du panel, on peut jouer en 1080p détail élevé, autour des 100 FPS pour les 3 cartes, et même certaines cartes qui vont au-delà, hein, on est plus aux alentours des 120 FPS en moyenne, et en 1440p c'est pareil, on tourne aux alentours des 60 FPS pour les 3 cartes, et c'est pas si mal que ça dans l'ensemble. Et je pense que ça reste un niveau de performance suffisant pour pas mal de monde. Après, comme souvent, si on accepte de faire des compromis de temps en temps sur certains jeux et qu'on ne veut pas absolument tout mettre en ultra pour une raison qui m'échappe, bah on peut s'en sortir avec des GPU qui ne sont pas si chers que ça et qui vous permettent de jouer à tous les mêmes jeux, hein. C'est juste qu'ils seront parfois un tout petit peu moins beaux. Et encore, la plupart du temps, on fait quasiment aucune différence entre le détail élevé et le détail ultra, c'est souvent dans la tête que ça se passe.
Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, bah, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Encore une fois, hein, ce type de comparatif, bah, ça prend beaucoup de temps à faire, c'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup de tests. Donc bon, si vous pouvez me soutenir d'une façon ou d'une autre, ce sera toujours apprécié. Sinon, bah, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!